va se mettre en place. Vous recevez logiquement tous un message vous précisant et vous demandant votre accord. Merci. Donc, c'est parti. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer, alors, sachant que je ne vois pas qu'on voit, mais on fait un petit tour de table. En tout cas, ce soir, cette présentation, ce webinaire est proposé par les élus du Conseil de l'Ordre, du Conseil interdépartemental de l'Eure et de la Seine-Maritime. Donc, nous sommes présents dans un coworking près de Rouen. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi une juriste du Conseil national qui a pu nous rejoindre. Malheureusement, nos assistantes n'ont pas pu être présentes ce soir. Et puis on commence par le petit tour de table. Je ne vais pas pouvoir gérer la caméra, mais tiens, tu gères. Mesdames, à vous l'honneur. Ouais. Donc Catherine Leclerc, vice-présidente et infirmière libérale. Laurie Catté, secrétaire générale, infirmière au centre Henri Becquerel. Mathilde Cornu, vice-présidente et infirmière intérimaire sur le département 27 et 76. Mathieu Lappel, infirmier libéral sur Bois-Guillaume et secrétaire général adjoint du Conseil interdépartemental. En visio, nous avons également une autre élue du bureau et d'autres élus certainement. J'ai entendu Emmanuel Lefebvre-Meyer et donc Marilyn. Oui, Marilyn Pavageau, retraitée. J'ai terminé ma carrière comme cadre de santé formatrice en IFSI et je suis trésorière. Donc, et je suis Karim Amri, je suis l'actuel président du Conseil interdépartemental et infirmier cadre de santé dans un service de réanimation. On vous laisse vous présenter, Léa, également. Alors, Léa Giner, je suis juriste à l'Ordre national des infirmiers et donc je m'occupe notamment des questions qui sont en lien avec le remplacement. Super, merci. Karim, j'ai raté ma présentation, excuse-moi. Emmanuel Lefebvre-Meyer, je suis une élue suppléante maintenant du Cidois. J'ai été dans le temps vice-présidente. Et je suis la vice-présidente du CROI Normandie et une élue nationale. Merci Emmanuel. Et retraitée de la fonction publique territoriale. Merci. Merci. Donc on débute, on va dans le vif du sujet. Alors déjà, est-ce que ça marche? Je vais essayer de passer les diapos, les slides. Alors. Ah oui, voilà. Voilà, le contexte de la soirée. Les missions du Conseil de l'Ordre sont avant tout de conseiller, d'informer, d'accompagner les infirmières et les infirmiers, et notamment, pas que, mais bien évidemment aussi les infirmières dans le cadre de l'exercice libéral et dans le cadre des remplacements en libéral. Donc, on va essayer ce soir, alors on pourrait faire des heures et des heures sur le contrat de remplacement. On va faire plus court. Ce soir, on a prévu de rester une heure et demie, grand maximum, ensemble. L'objectif, c'est aussi, effectivement, devant l'augmentation du nombre de demandes d'autorisation de remplacement à traiter, c'est de vous apporter tous les conseils en amont de ces demandes. Et un point qui est relevé, c'est que beaucoup de litiges concernant des remplaçantes, des infirmières titulaires, sont liés au non-respect de la réglementation et notamment, on va en parler beaucoup ce soir, au non-respect du code de déontologie. Voilà. Vous avez été amené sur l'ensemble des inscrits à poser plein de questions
ponctuellement, entre 2 ou 3 slides, on sera amené à prendre la parole et à relayer une question qui a été posée, sachant que pour bon nombre de questions, les réponses sont sur le slide qui va vous être présenté. Voilà. Qui commence? C'est donc moi, Léa, si vous n'avez pas de petit L. C'est ça. OK. Le remplacement donc, se définit, alors c'est une diapo où il y a beaucoup de texte, mais il était important quand même de rappeler le cadre précis du remplacement. Le remplacement pour une infirmière ou pour un infirmier se définit comme le fait, pour un infirmier d'exercice libéral, donc le remplacer, de faire appel pour des raisons qui lui sont propres, congé, arrêt maladie, congé maternité, formation professionnelle, autres, et pour une durée temporaire, de faire appel à un confrère ou une consoeur, le remplaçant ou la remplaçante, qu'il choisit librement afin que celui-ci exerce en ces lieux et est placé en vue d'assurer la continuité des soins. Bon, bref, tout ça, c'est pour dire que c'est dans le code de déontologie, l'article 83, qui précise que le remplacement entre un infirmier et une infirmière nécessite absolument que l'infirmier remplacé suspende son activité professionnelle. Donc ça, c'est un sujet qui revient assez souvent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités d'exercice dans un cabinet. Il y a les titulaires. La titulaire peut faire appel à un remplaçant et il y a aussi des collaborateurs, des infirmiers associés. L'objectif, bien évidemment, c'est que la remplaçante exerce uniquement quand la personne remplacée n'est pas présente et voilà, est en vacances. Et ce n'est pas du matin ou d'après-midi, des nuits, comment dire, la tournée du matin est faite par la titulaire et la tournée d'après-midi est faite par la remplacée. Cela ne rentre pas dans le cadre du remplacement, mais plutôt de l'exercice de la collaboration, par exemple. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le remplacement doit être distingué d'un contrat de travail, c'est-à-dire que le remplaçant, il conserve toujours son indépendance professionnelle dans l'exercice de son art, de son métier. Il n'y a pas de lien de subordination entre l'infirmière remplacée et l'infirmier remplaçant. Ça, c'est quelque chose de relativement important. Je vous remercie alors de couper vos micros et puis pour les questions, on aura peut-être un temps on prendra un temps tout à l'heure et les réponses se feront par chat également. Alors, je vous ai évoqué juste avant le contrat de collaboration. C'est important d'en parler parce que souvent, il y a confusion entre le remplacement tel qu'il doit être fait, alors que concrètement, on l'a dit, le remplacement peut se faire uniquement si la personne remplacée n'exerce pas et en gros est en vacances ou en congé. Alors que la collaboration, elle, correspond à la situation dans laquelle l'infirmier libéral installé, ayant ni un local d'exercice ni une patientèle personnelle sur le secteur considéré, donc il intègre un cabinet dans lequel le titulaire met à disposition tous les moyens, c'est-à-dire sa patientèle, avec une contrepartie financière qui est appelée redevance de collaboration et en fait qui sert à aider au paiement, on va dire, des charges et les frais gérés dans le cabinet. Une obligation, alors il y a un petit article en dessous, l'article 18 de la loi 882-2005 en faveur des petites et moyennes entreprises exige que le contrat de collaboration libérale permette aux collaborateurs de développer sa patientèle. Donc, on ne fait pas une soirée sur le contrat de collaboration, mais le collaborateur, légalement, on ne peut pas lui refuser de développer sa patientèle. C'est quelque chose qui est de son droit, c'est-à-dire qu'il peut ne pas la développer, mais on ne peut pas lui interdire de le faire. Je vous laisse la parole, Léa. Oui. Alors, concernant le remplacement, pour qu'il y ait remplacement, il y a obligation de conclure un contrat de remplacement. Donc, pour tous les remplacements d'une durée supérieure à 24 heures,
ou alors les remplacements d'une durée inférieure à 24 heures, mais qui sont répétés dans le temps. Donc, une fois que le contrat de remplacement est conclu entre les parties, il doit bien être communiqué par chacune des parties au conseil interdépartemental, enfin au conseil dans lequel il est inscrit, dans lequel l'infirmier est inscrit, dans le délai d'1 mois à compter de la signature. Et c'est bien les deux parties qui doivent transmettre le contrat, à la fois le remplaçant et à la fois le remplacé. Et c'est une obligation du code de déontologie qui précise bien que les deux parties doivent le transmettre. Et pour ça, vous pouvez vous rendre sur votre espace personnel et insérer le contrat ou l'avenant signé directement sur Tableau. Alors ça, c'est un point hyper important parce que dans bon nombre de situations, on s'aperçoit que la remplaçante transmet le contrat, mais que la personne remplacée ne transmet pas le contrat sur son espace personnel. Et là, ça peut poser des difficultés quand notamment la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas au courant. Ça peut être embêtant, très très embêtant pour l'infirmier remplacé de ne pas transmettre les contrats et de ne pas signaler de ce fait ni à l'ordre ni à la CPAM qu'il bénéficie d'un remplaçant ou d'une remplaçante. Avant la conclusion du contrat de remplacement, vous avez la possibilité de soumettre au conseil les projets en fait, de contrat ou d'avenant. Ça peut permettre d'avoir un avis en fait, sur le contrat. Et dans ce cas-là, le Conseil de l'Ordre a un délai d'1 mois pour vous transmettre ses observations, en sachant que sur le site de l'Ordre, vous avez des contrats types en fait, qui sont mis à votre disposition. Donc, soit des contrats de remplacement par un infirmier qui ne dispose pas de son propre cabinet, soit d'un infirmier qui dispose de son cabinet. Et à l'intérieur, en fait, vous avez des contrats commentés qui vous expliquent vraiment comment rédiger le contrat, les clauses qui sont essentielles et qu'on attend en fait, du contrat. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez soumettre vos projets avant conclusion à l'ordre. Les collaboratrices de l'ordre, alors vous pouvez envoyer un mail, on vous donnera à la fin les contacts téléphoniques et par mail, on rappellera les contacts de nos collaboratrices qui sont situées sur le site de Caen. C'est super important, effectivement, une fois que le contrat est signé, voilà, il engage. On va en parler un petit peu après, et je crois que c'est sur la diapo d'ailleurs, juste après. Oui, sur la force obligatoire du contrat de remplacement. Donc, les infirmiers, comme toute personne, ont une liberté contractuelle, en fait, qui est un principe fondamental en droit civil français. Concrètement, en fait, ça signifie que vous êtes libre des engagements qui sont prévus dans le contrat, à condition qu'il y ait le consentement des deux parties et que ce soit bien sûr dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Et c'est pour ça que sur cet aspect, en fait, on vous recommande de suivre les contrats types parce que ça permet en fait de rester dans ces conditions et dans ces dispositions légales et réglementaires et d'éviter de se retrouver dans des situations où vous signeriez des contrats en fait avec des clauses qui ne sont pas conformes au texte, à la réglementation. Super important, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans tout contrat qu'on peut signer. Une fois que le contrat est signé, si on se dit oui, mais cette clause-là, en fait, je la trouve pas, je suis pas d'accord. Ça, il faut se poser la question avant de l'avoir signé. Et quand c'est signé, ça peut effectivement poser des problèmes de droit. Notamment. Oui, sur la force obligatoire du contrat, c'est ce que vous disiez. En fait, tout contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être, donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est conclu, en principe, il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Donc, c'est du langage très, très juridique. Mais en fait, quand on se retrouve à signer un contrat, c'est du juridique. C'est absolument nécessaire. Après, le conseil qu'on donnerait d'emblée, c'est, bon, évidemment, je crois que c'est dit à un moment donné, c'est que le contrat, il est obligatoire dès que le remplacement dépasse les 24 heures. Mais globalement, ne jamais travailler pendant 3 semaines
Puis oui, bah tiens, le contrat, le contrat, on va le faire plus tard, t'inquiète pas. Non, quand vous commencez à bosser, le contrat, il doit être signé parce que vous commencez à vous engager, votre responsabilité est lancée. Toujours, donc là, c'est un peu ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire que toutes les clauses du contrat peuvent être modifiées malgré tout. Une fois que c'est signé, vous pouvez vous mettre d'accord, mais il faut véritablement qu'il y ait un consentement des deux parties pour modifier le contrat. Et si vous ne vous mettez pas d'accord, ça veut dire qu'il faut passer devant un juge. Et c'est uniquement le juge qui pourra modifier ou annuler une clause. Et seul le juge aura d'ailleurs le pouvoir d'interpréter les contrats. Donc, vraiment, c'est un point hyper important. Ne signez jamais un contrat, évidemment, avant de l'avoir lu et avant d'être d'accord, en fait, avec l'ensemble des clauses qui sont notées. D'ailleurs, le Conseil de l'ordre, donc peut aussi, et c'est ce qui a été dit par Léa précédemment, le Conseil de l'ordre peut émettre des avis et aussi des recommandations et exiger la présence de clauses essentielles, donc conformément à l'article R4312 du Code de la santé publique. Et on le verra tout à l'heure dans une autre diapo. Aujourd'hui, tous les contrats de remplacement doivent avoir 7 clauses essentielles. Si elles n'y figurent pas, là par contre, le Conseil de l'ordre peut dire non, ce contrat n'est pas conforme, vous devez modifier votre contrat et ajouter ces clauses. Donc c'est la seule, on va dire, exception où, entre guillemets, le Conseil de l'ordre peut dire là, il y a un truc qui ne va pas. Et ces clauses-là, on les verra. Après, ce n'est pas le sujet du soir d'analyser tous les articles des contrats de remplacement, mais c'est avant tout, pourquoi des clauses obligatoires? C'est pour protéger la remplaçante ou le remplaçant et pour protéger aussi les droits de la personne qui est remplacée. Et en cas de litige, donc on peut demander, si jamais le contrat est signé et ne semble pas être respecté par une des parties, c'est le Conseil de l'ordre alors qui pourra, alors c'est noté médiation, mais c'est ce qu'on appelle une conciliation, c'est-à-dire qu'il faudra déposer plainte contre la personne qui, d'après vous, alors que ce soit le titulaire ou que ce soit la personne, la remplaçante, qui ne respecterait pas ses obligations contractuelles, il faut saisir le Conseil de l'ordre et le Conseil de l'ordre organisera avec 2 élus spécialisés et aguerris aux médiations. On réalisera une réunion permettant de trouver ce qu'on appelle une conciliation, un accord entre les 2 parties pour éviter que ça aille jusqu'en chambre disciplinaire. Autre solution, c'est aussi de saisir le juge civil, on appelle le juge des contrats, mais ça c'est vraiment un truc de juriste, le juge civil pour demander des modifications ou des annulations de clauses et éventuellement de demander des dommages et intérêts en cas de préjudice. Donc ça, on ne se tourne pas vers l'ordre pour demander des dommages et intérêts, ça sera vraiment de la responsabilité du juge civil. Concernant l'absence de contrat, alors tout à l'heure, je crois que je n'ai pas terminé ma phrase en disant parfois on commence un remplacement, la titulaire ou le titulaire dit oui, on va faire le contrat, on le fera la semaine prochaine, le temps passe. Et le problème, c'est qu'il peut arriver parfois que le temps passe pendant des semaines, voire des mois, et qu'il n'y ait pas de contrat écrit, ce qui met vraiment en grande difficulté les droits de la remplaçante ou du remplaçant, et aussi d'ailleurs de la personne remplacée. Mais une absence de contrat ne signifie pas qu'il n'y a pas des droits et des devoirs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas signé un contrat. Et alors l'exemple, c'est s'agissant des modalités de la rupture de la relation professionnelle, la jurisprudence. Donc la jurisprudence, vous pouvez nous dire, Léa, ça veut dire quoi la jurisprudence quand on est infirmier et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire? Alors, la jurisprudence, en fait, ça va être les décisions de justice donc, qui sont prises. Généralement, celle qu'on voit le plus souvent, c'est celle de la Cour de cassation, mais ça peut être des tribunaux judiciaires, Cour de cassation, Conseil d'État. En fait, ça va être les décisions de la juridiction qui permettent d'interpréter les textes. Le texte va prévoir une obligation
Et en fait, sous l'article qui prévoit cette obligation, on va avoir des décisions de justice qui ont permis d'interpréter les textes pour interpréter en l'occurrence une obligation qui est très générale et ça va s'appliquer à des cas particuliers. D'accord. Donc, en fait, toujours bien penser que, comme vous le dites, Léa, même si on n'a pas de contrat, à un moment donné, il faut quelque part respecter comme si un contrat avait été effectué, puisqu'il y aura il y a des décisions de justice qui ont déjà été prises en se disant, tiens, il y a une personne qui dit, j'ai pas de contrat, j'ai pas de préavis, donc du jour au lendemain, je quitte le cabinet. Ou alors, je mets dehors la personne qui était ma remplaçante. Ça, c'est une rupture abusive qui est jugée même s'il n'y a pas d'écrit. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours très important, quand on a un litige, je crois que c'est marqué encore après, mais quand on a un litige avec une collègue, on ne lui envoie pas un SMS ou un Messenger ou un WhatsApp, on fait un courrier recommandé qui permet aussi d'attester des éléments qu'on s'oppose. Et là, pour le coup, c'est un courrier recommandé qui permet de dire, voilà, il y a un délai de préavis afin de permettre à l'autre personne de s'organiser. C'est ce que le juge regardera. Toujours, qui est remplacé? Alors, en gros, il est aussi important de rappeler que la personne remplacée, c'est une infirmière. Alors, désolé, on a mis tout au féminin. On s'est dit que la profession étant constituée de 88% d'infirmières, il fallait accorder au féminin. Donc, très souvent, ça sera accordé au féminin. Désolé pour messieurs qui sont peut-être déjà présents et un peu frustrés là-dessus. Donc, c'est une infirmière installée ou un infirmier qui est soit dans un cabinet individuel, soit en association ou en collaboration. Et, chose importante, il y a une individualisation des contrats. La remplaçante doit conclure un contrat de remplacement avec chacun des infirmiers qu'elle remplace. Elle ne peut pas, sur un même contrat, dire qu'elle remplace 2 infirmières. Et une société ne peut pas conclure de contrat de remplacement. C'est entre 2 personnes, 2 individualités. Et bien sûr, c'est important de le rappeler, mais c'est relativement rare, heureusement, un infirmier interdit d'exercice par une décision disciplinaire ne peut pas se faire remplacer durant la sanction. Et qui remplace donc lorsqu'un infirmier ne dispose pas de son propre cabinet. En gros, c'est un peu la question qui revenait, Mathilde, souvent, c'est quelles sont les étapes pour être remplaçant. Déjà, c'est être habilité à exercer la profession, avoir son diplôme, être inscrit à l'ordre, ne pas faire l'objet de sanctions de suspension, bien évidemment, et bénéficier d'une autorisation de remplacement délivrée par le Conseil de l'ordre. Et cette autorisation de remplacement, elle sera valable 12 mois à partir de sa date de validité. Et pour avoir cette autorisation de remplacement, il faudra d'abord fournir à l'ordre une attestation fournie par la CPAM qui précisera que la personne qui veut être remplaçante remplit bien les conditions d'exercice professionnel, c'est-à-dire avoir une expérience suffisante dans l'exercice infirmier, soit 2400 heures de travail, de temps de travail effectif en soins généraux. C'est l'équivalent de 18 mois d'exercice à temps complet dans les 6 années précédant la date de demande de remplacement. Donc 2400 heures, ça c'est un point hyper important. Pour pouvoir débuter un remplacement, c'est une condition préalable. Et puis, avoir réalisé cette activité professionnelle, alors ça, c'est la convention. C'est avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou un groupement de coopération sanitaire. Et ça, c'est la convention, c'est-à-dire on ne peut pas, il faut avoir travaillé, il faut avoir soigné et effectuer des actes infirmiers. Vous voulez dire? Pas du tout. D'accord. À vous, Léa.
Ouais. Alors, sur l'autorisation de l'employeur, en fait, l'infirmier qui exerce en tant que salarié, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, peut effectuer des remplacements. Donc, ce sera un cumul d'activités à la fois de salariés et de remplaçants en libéral. Donc, dans ce cas-là, il faut bien qu'il remplisse les conditions qu'on a données précédemment. Plus, si c'est un salarié du secteur privé, donc il n'aura rien à faire en plus, sauf s'il y a une clause d'exclusivité dans son contrat de travail. Et dans ce cas-là, il doit demander une autorisation spécifique à son employeur. Et dans tous les cas, il faut respecter l'obligation de loyauté et la durée maximale de travail autorisée, qui est de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Et ensuite, pour les salariés du secteur public, alors là, c'est un peu plus complexe. Pour les salariés du secteur public qui exercent à temps complet, il y a 2 autorisations nécessaires. Une autorisation de cumul de l'employeur, donc une autorisation qui est fournie par l'employeur. Donc, le fonctionnaire qui est initialement à temps complet peut être autorisé à cumuler son emploi public avec la création ou la reprise d'une activité. Bon, en gros, autorisation du cumul de l'employeur et autorisation à accomplir un service partiel de l'employeur, qui est encore une autre autorisation spécifique. Voilà, donc c'est 2 autorisations nécessaires quand on est à temps complet. Merci. Ensuite, quand c'est du temps partiel, il me semble, c'est la diapo d'après. Vous êtes trop forte. C'est moi qui suis forcément une quiche avec le partage d'écran. Ça va venir, mais c'est l'intermède musical. Donc, non, je ne chante pas. Voilà, donc sur du temps incomplet. Donc, quand la durée hebdomadaire de travail est inférieure ou égale à 70% d'un temps complet, dans ce cas-là, en fait, le salarié donc, du secteur public doit simplement déclarer par écrit à l'employeur son cumul en fait, avec une activité libérale de remplacement, et il n'a pas besoin d'autorisation dans cette situation. Et ensuite, il y a la 3e situation, c'est dans le cas d'une mise en disponibilité. L'infirmier qui use d'une disponibilité donc, qui a été obtenue pour un motif autre que la création ou la reprise d'une entreprise et qui souhaite exercer en libéral, dans ce cas-là, doit en informer son employeur sans délai. Donc, il y a différents types de disponibilité, la disponibilité d'office, la disponibilité à l'issue d'une réintégration professionnelle, la disponibilité pour convenance personnelle. Dans tous les cas, c'est la même chose. Il faut informer au préalable l'employeur. Et la durée de la disponibilité sera différente selon les situations. Et à défaut du coup d'information de l'employeur, l'exercice en libéral peut l'exposer à des poursuites. Voilà, donc pour les poursuites, si jamais un remplaçant en fait, assure donc des remplacements sans pouvoir produire d'autorisation accordée par le Conseil de l'ordre dans lequel il est inscrit, il encourt des sanctions, donc des poursuites judiciaires pour exercice illégal de la profession infirmière, donc poursuite pénale, poursuite devant la chambre disciplinaire de première instance, donc pour non-respect en fait, du code de déontologie et notamment des articles en lien avec le contrat de remplacement, enfin avec le remplacement, et des indus pour les infirmiers qui ne peuvent pas justifier l'exercice légal d'un remplacement dans leur activité vis-à-vis de la CPAM. D'où l'intérêt d'avoir une autorisation de remplacement et de conclure un contrat de remplacement. C'est essentiel aussi, ce que vous venez de dire, Léa, c'est qu'effectivement, il faut bien retenir aussi une chose, le contrat de remplacement, dès qu'il est transmis, il vous est transmis, c'est parti pour une année, que vous l'utilisiez ou pas, et que si vous l'utilisez, enfin, en gros, si vous faites un remplacement, c'est bien de se mettre une petite alarme 2 mois avant la fin de cette autorisation de remplacement, parce que le risque, c'est que, imaginons que le remplacement se poursuit ou les remplacements se poursuivent et que l'autorisation n'a pas été renouvelée, là, ça peut coûter relativement cher aux infirmiers. Alors, sur un plan déontologique,
mais aussi sur les indus, puisque que la CPM pourrait réclamer, considérant qu'il n'y a pas d'exercice légal du remplacement dans l'activité. Je continue peut-être sur la slide d'après, puis après on fera une petite pause pour des questions sur les parties, sur les 20 diapos qui sont passées. Il y a déjà des questions? On fait la pause tout de suite alors. Voilà. Est-ce que... Une question de Nathalie qui demande qui fait le contrat, le remplacé ou la remplaçante? Tu peux parler plus fort? Il y a une question de Nathalie qui nous demande qui fait le contrat, le remplacé ou la remplaçante. En fait, le contrat, donc, vous pouvez le trouver sur le site de l'ordre. Et le mieux, évidemment, il est de le faire de manière commune pour s'accorder sur les clauses, les durées, les dates. Donc, évidemment, on peut le faire chacun de son côté, mais en fait, c'est toujours bien d'avoir un moment où on se voit pour discuter de ça et puis pour être sûr qu'on ne découvre pas le contrat seul avec des clauses où on pourrait se sentir obligé de signer sur des clauses qu'on pourrait penser un petit peu abusives. Donc, le mieux toujours de le faire, le remplacer avec la remplaçante. Surtout qu'après, il devrait être signé par les deux parties de toute façon. Donc, on va le faire ensemble. Si vous avez des questions aussi en live, alors il y a le chat, mais on peut tenter, si on gère ça bien, on est un peu moins de 50, de débloquer votre micro. Logiquement, ça devrait marcher, et de poser une question en live. Sinon, vous pouvez le faire aussi par chat. Hein. Il suffit de lever la main, je pense. Ouais, vous pouvez lever la main aussi si vous êtes habitué aux réunions Zoom. Pour l'instant, il n'y a personne qui a levé la main. On continue. On continue. Donc, on ne continue pas. Une question de Rachel. L'autorisation de remplacement accordée par l'ordre durera seulement la durée du temps de remplacement. Si on veut continuer, il faut avertir que le contrat se prolonge pour avoir un nouvel accord. Alors, l'autorisation dure 1 an, peu importe le nombre de contrats durant cette période. Alors, si votre contrat de remplacement se prolonge, effectivement, il faut faire soit un avenant au contrat, soit en recréer un nouveau. Après, pour votre autorisation de remplacement, elle n'est pas liée à votre contrat de remplacement avec une titulaire ou inversement. Est-ce que, alors ça c'est une question d'Élodie, est-ce qu'une collaboratrice peut faire des remplacements en plus? La collaboratrice peut faire des remplacements. Oui, nous sommes... et puis, il est bien précisé, tout à l'heure, ça a été dit en introduction, qu'un contrat, que ce soit pour une remplaçante ou que ce soit pour une collaboratrice, doit permettre de conserver l'indépendance. Ce n'est pas un contrat de travail. Donc, la collaboratrice, si elle veut également faire des remplacements, elle peut le faire. Autre question de Le Goff. Je m'aperçois que je vais plus faire de la collaboration que du remplacement. Dois-je faire une autre démarche? Alors, c'est-à-dire, ça dépend des démarches que vous avez entreprises en fait à l'heure actuelle. Si vous pouvez prendre la parole, peut-être en réactivant votre micro pour la personne qui a posé cette question et préciser peut-être la question. J'ai peut-être aussi coupé tous les micros. Ah. Je ne sais pas trop. Alors. C'est pas tous les jours facile de 43 participants. Non, les deux avant. Ouais, Non. On peut réactiver les micros. Vous pouvez réactiver votre micro, Le Goff, si vous êtes encore là. Si vous êtes OK pour... Si vous êtes OK. Sinon... Et sinon, écrire directement dans le chat. Ouais. On a une question de... Je vais quand même... Alors, c'est ce qu'on avait aussi dit un peu au début, c'est-à-dire que un point important, c'est que souvent, il y a confusion pour les remplaçants et aussi pour certains titulaires du contrat. C'est un remplaçant, mais en fait, en réalité, c'est une collaboration. C'est-à-dire que là, le remplacement ne peut se faire que si
la personne remplacée, c'est toujours important de le répéter même plusieurs fois, la personne remplacée, elle est absente, elle ne travaille pas. Et ce n'est pas la personne remplacée qui se dit « Tiens, je vais faire la tournée du matin et mon remplaçant fera la tournée d'après-midi et le lendemain, je ferai le matin et en gros, je fais tous les matins et j'ai pris un remplaçant ou une remplaçante pour les après-midi. » Ça, effectivement, ce n'est pas possible. Si c'était un exemple… Mais en gros, quand on se retrouve dans une situation où le contrat n'est pas le bon, bah, il faut en discuter avec le titulaire et lui proposer un contrat de remplacement, de collaboration et mettre un terme. Vous pouvez, même si c'est un contrat de remplacement de 3 mois, si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre un terme avant et transformer le contrat de remplacement par un contrat de collaboration. Ça peut être une réponse. L'autre question, tu disais, Mathieu? Le titulaire… La titulaire ne me fait pas signer clause de non-concurrence car elle connaît mon futur projet professionnel, celui de créer mon propre cabinet. C'est une clause obligatoire. Ça fait partie des clauses essentielles. Néanmoins, elle doit apparaître, mais néanmoins, Léa, vous pourrez le confirmer, même si on l'a écrit, même si on considère, bah, tiens, autour de Rouen, un infirmier libéral qui est sur Rouen, il y a une clause de non-concurrence de 5 km autour du cabinet, puisque en fait, il faut prendre en considération la zone d'exercice de l'infirmier titulaire. Et finalement, la personne remplaçante demande à ce que la clause soit levée à la fin du contrat en disant, voilà, j'ai une opportunité. Le titulaire peut très bien se mettre d'accord et dire, OK, je te fais un écrit, toujours un écrit, pas de SMS, pas de WhatsApp, en disant, voilà, je t'accorde l'autorisation de t'installer à moins de 5 km et donc je lève la clause de non-concurrence. Mais ça, il faut un accord écrit. Donc, bien préciser les choses, mais en tout cas, la clause de non-concurrence, elle est inscrite dans le code de déontologie, on ne peut pas la retirer, mais on peut après l'aménager s'il y a un accord des 2 personnes. Vous êtes d'accord, Oui. Léa? Oui, c'est tout à fait ça. Vous pouvez, en fait, c'est exactement ce que vous avez dit, vous pouvez vous accorder, en fait, il faut bien qu'il y ait le consentement du coup de la remplacée pour que la remplaçante, enfin l'ancienne remplaçante, du coup, puisse s'installer dans une zone en fait qui pourrait potentiellement lui faire concurrence. Donc, il faut bien un écrit. Mais vous avez très bien répondu. Je ne m'oppose pas à cette réponse, pas du tout, au contraire. C'est exactement ça. Merci. Une question également de Nathalie. Peut-on faire des remplacements récurrents pour le même cabinet sans amalgame de collaboration? J'ai envie de dire, ça dépend, ça dépasse, mais justement, dès que c'est récurrent, à moins que la personne remplacée parte en vacances de façon récurrente ou soit en formation, Léa, vous pouvez répondre à la question? En fait, il faut bien que… La question est un peu dans… est-ce que ça ne serait pas une collaboration? Je crois que c'est un peu sous-entendu. Si le remplacement… En fait, il faut bien que le remplacement soit justifié. S'il y a un congé maternité, puis un arrêt maladie, puis un congé vacances, et que ça se justifie, alors ça ne pose pas de difficulté. Par contre, si au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus d'objet en fait de remplacement, mais dans ce cas-là, en fait, ça devient un contrat de collaboration déguisé. Et donc, il faut vraiment expliquer, discuter avec le titulaire pour que le contrat soit requalifié en contrat de collaboration. C'est un point important. Oui, et dans ce cas-là, le mieux, en fait, c'est de conclure un contrat et de conclure un contrat de collaboration. Ouais. Une autre question où on avance? Ouais. En ce qui concerne le cumul d'activités, est-ce pareil pour les IDE en détachement que pour les IDE en dispo? On se garde la question et on va en parler tout à l'heure du statut des salariés publics ou privés. On va en parler un petit peu après. Donc en fait, le GOF, monsieur ou madame le GOF, désolé, précise, j'ai fait une demande de remplacement. Donc,
D'accord. Et la question initiale, c'était… C'est pour ça que je vais faire plus de la collaboration que du remplacement. Quand je fais une autre démarche, j'ai fait une demande de remplacement. Dans ce cas-là, c'est la signature d'un contrat de collaboration. Et en fait, si la demande de remplacement a déjà été faite, sûrement qu'il y aura une autorisation de remplacement qui va être délivrée, mais du coup, qui ne servira pas en fait forcément. Mais dans tous les cas, la démarche à effectuer maintenant, c'est conclure un contrat de collaboration. Au niveau de l'ordre, du coup, ça va répondre aussi à cette question de la même personne. Hein. Le statut de remplacement peut-il permettre une collaboration? Alors, vous pouvez commencer par un remplacement et que ça se termine en collaboration, mais il faut que un remplacement soit vraiment un remplacement et une fois que vous collaborez, que ce soit vraiment une collaboration, en fait. Donc, dans la réalité, ça se passe un peu comme ça parfois. Certains remplacements deviennent des collaborateurs, mais parce que les contrats sont modifiés. Cette diapo-là, je ne sais plus, on l'a fait, oui. Oui, on l'a passé. Oui. OK. La diapo suivante. Sur les clauses de non-concurrence, il y a beaucoup de questions. Hein. Bon, on continue. On en parle après de la clause de non-concurrence. OK. Donc, une consort d'exercice libéral. Alors ça, c'est un cas particulier. C'est la personne qui remplace, elle est déjà installée en libéral. Et là, pour le coup, il ne sera pas nécessaire pour la personne titulaire, il ne sera pas nécessaire de détenir une autorisation de remplacement. À la différence d'un remplacement par un infirmier qui a une ADR, hein, c'est l'acronyme pour dire autorisation de remplacement, il est tout à fait possible dans ce contrat de remplacement par un confrère d'exercice libéral, donc quelqu'un qui est déjà installé, de prévoir que le remplacement n'aura pas lieu au sein du cabinet du remplacé. Mais le contrat de remplacement pourrait avoir, enfin, le remplacement pourrait avoir lieu dans le cabinet de l'infirmier remplaçant, qui ainsi recevra les patients dans l'enceinte de son propre cabinet. Il faudra par contre être très vigilant quant au respect des clauses de non-concurrence contenues dans le ou les contrats de remplacement ayant pris fin ou en cours d'exécution. Le remplaçant exerce pendant la durée prévue, donc à l'article 2 du présent contrat, en lieu et place de la personne qui est indisponible temporairement. Ça, c'est quelque chose qu'on redit, qu'on a déjà dit initialement, c'est-à-dire que ça ne peut pas être, la personne remplacée ne peut pas être du matin et avoir une remplaçante tous ces après-midi. Il faut nécessairement qu'il y ait une indisponibilité temporaire et qu'il y ait aussi un caractère provisoire de l'absence. C'est-à-dire qu'un CDI, un contrat qui serait à durée indéterminée de remplacement, ce n'est pas un contrat de remplacement. C'est peut-être un contrat de collaboration déguisé, mais là, ça va poser de gros soucis à un moment donné. Il faut véritablement être précis dans le début et la fin du contrat. Le motif doit être expliqué, doit être noté. Et par contre, rien n'empêchera, ça a été dit tout à l'heure, à ce qu'il y ait un avenant et qu'il y ait une reconduction du contrat. Mais le contrat n'est pas à durée indéterminée parce qu'on n'est pas absent. L'indisponibilité, elle est nécessairement temporaire. Les dates et les périodes exactes du remplacement doivent être précisées. Et dans le contrat initial, donc voilà, ou dans son avenant, et une mauvaise habitude qu'on a tous, une mauvaise habitude dans la profession, hein, concrètement, c'est quand il y a des litiges, parfois, l'infirmière titulaire ou remplaçante nous dit, je lui ai envoyé un texto, ou un texto ou un email, ça n'a pas de valeur contractuelle. Donc, c'est important à un moment donné de prendre la plume et de faire un courrier et de l'envoyer en recommandé. Ça défendra vos droits. Ça permettra de faire respecter vos droits parce que le texto, la personne peut ne pas l'avoir lu. Le mail, pareil. C'est important. Et donc, c'est écrit en rouge. La personne remplacée, elle n'exerce pas pendant toute la durée du contrat. Et ça, si elle exerce, ça veut dire que ce n'est pas un contrat de remplacement,
c'est un contrat de collaboration et qu'il faut changer et modifier tout de suite les choses. C'est bien, donc là, on l'a déjà dit, le contrat de remplacement est d'une durée déterminée. Il tient compte du caractère provisoire, de l'indisponibilité de la remplacer. Pas de contrat, pas de CDI, et pas de tacite reconduction. Un avenant doit être signé par les parties au plus tard au jour du terme du contrat initial. Donc, quand on dit le contrat, il ne se poursuit pas, il faut réellement toujours faire un avenant, c'est-à-dire un nouvel écrit qui doit être signé par les parties, quitte à faire un avenant à dire que le contrat, c'est un contrat de, je sais pas, de 3 mois et d'avoir un renouvellement. Mais sachant qu'il doit y avoir le motif, attention, les warnings sur le fait de ne pas faire de contrat de collaboration déguisé. Et enfin, sur la durée, certains contrats de remplacement peuvent être assimilés donc, à de la collaboration cachée. Hein, c'est ça va être un peu le leitmotiv de la soirée, surtout pour préserver vos droits, le droit de la personne, de la remplaçante. Et il peut y avoir des requalifications du contrat de remplacement. Il peut y avoir également un redressement fiscal. Ce n'est pas sans conséquence. Un redressement fiscal si les redevances versées par le remplaçant dépassent le seuil autorisé. Et il peut y avoir aussi un refus de la CPAM de rembourser les actes si elle considère qu'il ne s'agit pas d'un véritable remplacement. Et là, on parle de jurisprudence. C'est ça, la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est la cour d'appel d'un tribunal administratif de Nancy qui date de 2004. Les praticiens désignés par le contrat, ils ont été désignés comme remplaçants. Ils travaillaient tous les jours ou tous les jeudis, vendredis et samedis. Les remplacements allégués présentaient donc un caractère régulier et constant. Dès lors, il s'agit d'un contrat de collaboration et non de remplacement. Donc, ça, c'est une décision de justice qui, tout à l'heure, on l'a appelée jurisprudence. Ça, c'est un exemple de jurisprudence. Ça veut dire que ce n'est pas l'ordre qui le dit, hein, ce n'est pas ce soir l'interprétation d'un élu ou d'une élue. Il y a des juges qui ont décidé que, si on considérait qu'il y avait un caractère régulier du remplacement et il était constant, ce n'est plus un remplacement, c'est un contrat de collaboration. Et on l'a dit tout à l'heure, la durée d'une autorisation de remplacement, c'est 1 an. Un point important, c'était aussi noté dans les questions que vous nous avez envoyées, c'est que cette autorisation de remplacement, elle est valable sur tout le territoire. Imaginons que vous demandez une autorisation de remplacement en Seine-Maritime. Vous pourrez exercer dans l'Eure, bien évidemment, mais vous pourrez exercer dans tout le territoire français grâce à cette autorisation de remplacement durant la durée de cette autorisation. Et petite particularité également, c'est que demander une autorisation de remplacement entraîne une cotisation mixte, c'est-à-dire que c'est une cotisation sur la base d'un mode d'exercice libéral que vous utilisiez ou vous n'utilisiez pas l'autorisation, que vous l'utilisiez 2 mois ou 3 mois, attention, la cotisation sera modifiée, c'est-à-dire que si vous êtes salarié, votre cotisation va passer à 85 € et il sera important à la fin de l'année civile de bien dire que voilà, si vous n'exercez plus, même si vous n'avez plus cette autorisation de remplacement, il sera important de prendre contact auprès du Conseil de l'Ordre, logiquement via votre espace personnel, afin effectivement de retrouver un montant de cotisation conforme à votre exercice professionnel. Mais imaginons que, tiens, je suis infirmier salarié et cet été, au mois d'août,
J'ai une opportunité de faire un contrat, d'avoir un remplacement avec une amie qui part en vacances. Je demande mon autorisation de remplacement au mois de juillet. Si finalement, au mois d'août, j'ai changé d'avis, attention, la cotisation va avoir été modifiée. Donc, il sera important pour l'année suivante, en tout cas, de bien préciser que vous n'exercez pas vous mettiez les choses à jour pour ne pas avoir de cotisation inadaptée. À vous, Léa. Oui, alors sur les obligations préalables au remplacement, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'inscription au tableau de l'ordre, ne pas faire l'objet d'une sanction suspendant son droit d'exercer, l'autorisation de remplacement et disposer de l'expérience exigée par la Convention nationale. Je me permets juste de répondre à une question qui m'a été posée sur le chat, sur le rachat de la clause de non-concurrence. À ma connaissance, le rachat de clause de non-concurrence, en fait, ça peut se faire dans le cadre d'un contrat de travail, mais dans le cadre du contrat de remplacement, il n'y a pas de possibilité de rachat de clause de non-concurrence. Ça va être juste un accord, en fait, entre le remplaçant et le remplacé, et dans ce cas-là, ça se fait par avenant, mais par contre, il n'y a pas de rachat de clause de non-concurrence. Est-ce que ça veut dire que c'est assimilable à un contrat de travail, le cas échéant? Non. Enfin, non, parce que... en gros, c'est d'un commun accord, mais il ne peut pas y avoir de transaction autour c'est ça. il ne peut pas être écrit dans le contrat. Ça poserait des problèmes d'indépendance que la personne... Il pourrait y avoir un avenant levant la clause. Oui, il peut y avoir un avenant levant la clause, mais ça ne peut pas être dans le contrat initial du style... clause de non-concurrence, 5 km pendant 2 ans, sauf si la personne me reverse 15 000 €. Non, ça ne sera pas déontologique, non, c'est ça. pas acceptable. Et d'ailleurs, excusez-moi, puisqu'il s'agit d'une clause essentielle, la clause essentielle, elle ne peut pas être modifiée, on est d'accord, Léa? Pardon, je suis en train de lire le chat en même temps. Excusez-moi, la clause de non-concurrence, le fait d'ajouter, de modifier cette clause de non-concurrence, ce n'est pas possible à partir du moment où c'est une clause essentielle. Alors, c'est possible de la modifier par avenant, en fait, la clause de non-concurrence. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait l'accord des deux parties, mais c'est possible, en fait, parce que, par exemple, vous pouvez, dans votre contrat initial, mettre que... en termes de kilométrage, ce sera aucune installation durant une durée, par exemple, pendant une durée de 2 ans dans un périmètre de, 5 km, par exemple. Finalement, vous pouvez faire un avenant et dire on réduit finalement à 4 km. Donc, c'est possible de la modifier, en fait, cette clause par avenant. Une question qui est intéressante, elles sont toutes, mais celle-ci me pose question aussi à nous. De Nathalie, peut-on avoir un contrat de remplaçante ou collaboration dans un autre département que celui où on exerce en tant que titulaire? Je répète, peut-on avoir un contrat de remplaçante ou collaboration dans un autre département que celui où on exerce en tant que titulaire? Moi, je dirais même dans une... Alors, imaginons un contrat de... Parce que là, c'est contrat de remplacement. Ou de collaboration dans un autre département que celui où on exerce en tant que titulaire. Alors là, il y a peut-être un piège. Je vous laisse le soulever, le piège. Je le vois gros comme une maison. C'est-à-dire... 27-76. 27-76. Tu es titulaire à Rouen et tu veux prendre un contrat de remplaçante ou de collaboration à Évreux. C'est-à-dire qu'un contrat de collaboration dans un autre, si on est titulaire, si on prend un contrat de collaboration dans un autre cabinet, il faut nécessairement avoir une autorisation de site distincte. Une infirmière libérale, soit elle est collaboratrice dans un cabinet, mais elle ne peut pas être collaboratrice dans 2 cabinets si elle ne dispose pas de l'autorisation de site distincte. Tout à fait. Nous sommes d'accord, Léa. Et la deuxième question, imaginons, c'est bien, c'est des questions qui peuvent... Alors après, oui, on n'a pas mis le petit astérix au début de la soirée.
mais l'idée, c'est qu'on ne dise pas de bêtises, puisqu'on est enregistré et ça sera en replay. Mais on peut aussi ne pas avoir toutes les réponses ce soir. Et dans ce cas-là, avec Léa et avec le service juridique, on sera amené à faire une réponse. On préfère donner une réponse différée plutôt qu'une réponse erronée. Mais je continue sur la personne qui est titulaire, qui veut faire un remplacement dans un autre département. Ça va poser un petit problème parce que si elle est titulaire, alors sauf si elle a des collaboratrices, mais si elle est titulaire et si elle se dit, bah tiens, je vais faire moi un contrat de remplacement au hasard, bon, il fait beau partout en France en ce moment, mais je vais faire un remplacement ailleurs, sous les palmiers, et bah, pour faire mon remplacement, je prends une remplaçante dans mon cabinet. Ce n'est pas possible. La remplaçante, la personne remplacée doit cesser toute activité. C'était peut-être le deuxième piège. Est-ce que ça répond à la question de la personne qui l'a posée? C'était Nathalie. Ouais. Elle nous répondra. Elle nous répondra. On a une question de Joyo. Ouais, donc, Joyo, mais je crois que c'est un peu hors sujet. Hein. Non, je vais répondre à On va répondre. Ok. Donc ça, on va vous répondre à l'écrit. Je vais la lire maintenant que j'en ai parlé. Hein, mais je suis démissionnaire de la fonction publique pour faire des remplacements. Ma démission étant légitime car je crée mon activité libérale. Mon employeur me dit que je vais toucher des arts. Chômage pendant 2 ans, pardon, si je trouve par le biais d'un expert comptable que je ne verse pas de salaire. Pour répondre à peu près rapidement, effectivement, ça peut vous rassurer de faire ça, mais ça semble être un montage, on va dire, à la porte de la légalité. Voilà, parce que vous allez forcément vous verser un salaire. En fait, il y a un BNC, mais ça, je vous laisserai vous rapprocher d'un comptable ou d'un expert comptable que je vous conseille de prendre pour faire même votre première année d'exercice. Mais ça semble être un jeu comptable un peu, on va dire, un peu aléatoire et un peu limite. Et donc, en tout cas, si c'est légal, petite précision, le Conseil de l'Ordre a un partenariat, le Conseil de l'Ordre des infirmières et des infirmiers a un partenariat avec le Conseil de l'Ordre des experts comptables. Donc, effectivement, bien respecter la légalité, c'est un point essentiel. Et donc, vous pouvez vous tourner vers un cabinet d'experts comptables qui pourra, lors d'une première consultation, vous donner des conseils, je crois, gratuits. Je vous laisse poursuivre, Léa, sur cette diapo. Alors, j'avais terminé sur cette diapo. Sur l'expérience exigée par la CPAM, enfin par la Convention nationale, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a eu une question là-dessus. Sur les 2400 heures d'exercice, alors j'ai plus les termes exacts, c'est 2400 heures d'exercice infirmier qui doivent représenter, ça représente 18 mois dans un établissement. On l'a évoqué tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a reposé la question sur le chat en fait. On lui répond par écrit, Léa. Ok, ça marche. Ensuite, sur les obligations contenues dans l'article 4.1 du modèle de contrat, donc c'est les obligations en fait, auxquelles est tenue la remplaçante. Et dans tous les cas, en fait, même s'il n'apparaissait pas ça dans le contrat, enfin cette disposition dans le contrat, c'est des obligations en fait de déontologie, d'agir en toutes circonstances dans l'intérêt des patients qui sont confiés. Parce qu'en fait, si ce n'est pas indiqué dans le contrat, c'est quand même dans le code de déontologie, à des articles, par exemple, agir en toutes circonstances dans l'intérêt des patients, c'est l'article relatif à agir dans l'intérêt du patient, et il me semble que c'est le R4312-10. Entretenir des rapports de bonne confraternité avec les autres consoeurs, pareil, c'est un article spécifique en fait du code de déontologie. Être couvert par une police d'assurance responsabilité civile professionnelle, ça c'est une obligation légale. D'ailleurs, au moment en fait, où un remplaçant commence à exécuter son contrat de remplacement, enfin à effectuer son remplacement, il doit bien fournir une attestation de responsabilité civile professionnelle personnelle à son remplacé. Très bien. Sachant qu'effectivement, ce sont une des parties des clauses essentielles et donc ça doit figurer obligatoirement dans un contrat. Diapo suivante.
Alors, sur le remplacement, la remplaçante ne peut pas remplacer plus de 2 infirmiers à la fois, même si elle remplace en fait dans un cabinet où il y a plusieurs associés infirmiers ou un cabinet de groupe. Donc, cette disposition n'a jamais été interprétée par un tribunal, mais c'est une disposition du Code de déontologie. Et une même infirmière en fait, ne peut pas assurer 2 tournées de patients en même temps. En fait, ça n'empêche pas un remplaçant de conclure 2 contrats de remplacement en même temps. Enfin, non, ça n'empêche pas une infirmière de remplacer plus de 2 infirmières à la fois. Par contre, sur le contrat de remplacement, en fait, elle ne peut pas les remplacer sur les mêmes… Il ne faut pas que les horaires en fait, se chevauchent. Parce que concrètement, dans les faits, l'infirmière ne pourra pas remplacer 2 infirmiers en même temps. Et dans ce cas-là, en fait, on porterait atteinte à la continuité des soins. Donc, pas plus de 2 infirmiers en même temps et pas consécutivement pour les 2 infirmiers, en fait. Ensuite, toujours sur les obligations de la remplaçante est responsable au regard de ses patients. Donc, elle conserve en fait son indépendance professionnelle dans l'exercice de sa profession. Et du coup, elle encourt une responsabilité personnelle à raison, par exemple, de fautes commises au cours du remplacement. Donc, ça peut être des maladresses, des absences de contrôle du matériel mis à disposition. Voilà, donc ça peut être des fautes disciplinaires, comme ça peut être des fautes pénales. C'est pour ça qu'il faut bien qu'il y ait une responsabilité civile professionnelle également. Et la remplaçante a aussi des obligations à l'égard du remplacé. En fait, la remplaçante peut voir engager sa responsabilité dans la mesure où elle ne respecterait pas les engagements qui sont pris au regard du remplacement. Donc, l'absence d'autorisation, par exemple, de remplacement délivré par l'ordre. Dans ce cas-là, la CPAM pourra refuser le remboursement des soins. Donc, hyper important, enfin, on rappelle un contrat qui est signé, c'est un contrat qui est respecté, et si on n'est pas d'accord avec le contrat, on ne le signe pas et on trouve un accord avant. Et effectivement, c'est compliqué de dénoncer un contrat une fois qu'on l'a signé. C'est souvent plus compliqué. Alors, la suspension provisoire, bon, ça, on le redit, hein, et ça a déjà été dit, la remplacée s'engage pendant toute la période du remplacement à ne pas exercer la profession d'infirmière. Donc, elle ne veut pas faire de remplacement ou exercer, quelle que soit la nature, sauf, évidemment, à l'exception, et c'est pour dire que ce n'est pas anodin. C'est évidemment, hein, si elle doit porter secours à un malade, oui, ou collaborer à un dispositif de secours mis en place en cas de sinistre ou de calamité. Donc, si on donne cet exemple, c'est véritablement qu'elle doit s'abstenir de tout exercice, autrement tout exercice infirmier. Si elle ne le fait pas, si elle exerce en même temps que sa remplaçante, l'infirmière ou l'infirmier s'expose à une sanction disciplinaire, à une procédure conventionnelle et notamment à des indus et à des accusations pour fraude, escroquerie au niveau pénal par la caisse primaire d'assurance maladie et aussi à une requalification de son contrat en collaboration déguisée. Donc, plein de bonnes raisons, évidemment, à respecter et à suspendre totalement son activité dans le cadre d'un remplacement. Les obligations d'information. Si la remplacée, elle exerce en groupe, alors si la remplacée exerce en groupe et que les contrats ou statuts qui les lient au groupe prévoient une clause d'agrément, donc la clause d'agrément, vous pouvez rappeler, Léa, c'est en gros, je suis titulaire, je suis dans une association d'infirmiers et je dois demander l'avis de mes collègues avant de prendre une remplaçante, c'est ça? Alors, c'est même plus que l'avis parce que la clause d'agrément, c'est même l'accord en fait des titulaires. C'est là la différence où quand il n'y a pas de clause d'agrément. Dans tous les cas, en fait, il y a l'obligation d'information d'un remplacé qui prendrait un remplaçant. Dans tous les cas, il y a cette obligation d'information envers les infirmiers avec qui il travaille dans le cadre de son cabinet. Par contre, s'il y a une clause d'agrément, il faut en plus qu'ils aient l'agrément, donc c'est-à-dire l'accord de tous les collaborateurs ou associés, enfin de tous les associés du cabinet. Par contre, s'il n'y a pas cette clause d'agrément, dans ce cas-là, c'est une information, mais il faut qu'il y ait une information auprès des confrères, sinon ça peut être vu comme un défaut de confraternité en fait. De l'importance vraiment
d'utiliser, que les termes là, agrément ou information, ça ne veut pas dire la même chose sur le plan juridique, et donc de passer un coup de fil au Conseil de l'ordre quand on a un doute pour que l'assistante, la collaboratrice de l'ordre, la juriste puisse justement dire exactement ce que Léa vient de nous donner comme élément. En l'absence d'une telle clause, donc, bien sûr, il faut recommander, vous l'avez dit, à défaut, bonne confraternité, et la remplacer, elle doit aussi informer les organismes de la sécurité sociale du nom de sa remplaçante, de la durée des dates de remplacement, et aussi transmettre l'autorisation de remplacement. Et c'est aussi valable pour la remplaçante qui doit avertir la caisse primaire d'assurance maladie. Malheureusement, aujourd'hui, ces deux points sont parfois oubliés par certains de nos confrères ou de nos consoeurs. Et le remplacer, bien évidemment, il met à disposition du remplaçant des locaux et un matériel en état et en nombre suffisant pour que celui-ci puisse accomplir au mieux sa mission, la mission qui lui est confiée. Le remplacer, il est responsable envers ses patients, je crois qu'on l'a un petit peu dit tout à l'heure, quant au choix de son remplaçant et dans la mesure où il doit confier ses patients à un professionnel à même de fournir des soins de qualité. Mais le remplacer, il est aussi responsable envers sa remplaçante, dans la mesure où il doit lui remettre les clés du cabinet, donc en bon état. La remplacer a pu voir sa responsabilité mise en cause pour avoir mis à disposition de sa remplaçante un matériel professionnel qui était défectueux, et en cas d'insuffisance d'informations sur les soins préalablement reçus par le patient, dans le souci de respect de l'obligation de continuité des soins. Important de bien se transmettre les informations relatives à la prise en soin. Concernant les honoraires, il y a deux possibilités, soit l'utilisation de la CPS remplaçant, une CPS qui est fournie à partir du moment où vous avez l'autorisation de remplacement qui est transmise, il y a une demande de carte CPS, de CPS de remplaçant qui est engagée, ou alors d'utiliser les feuilles de soins. Alors, les feuilles de soins du remplacé en rayant son nom pour mettre sur le dit remplaçant, ou alors la CPS remplaçante, et le remplaçant installé, donc ça veut dire titulaire d'un cabinet, peut utiliser ses propres feuilles de soins. Concernant la rétrocession et les honoraires, le principe est qu'au cours du remplacement, la remplaçante perçoit des honoraires pour le compte de la remplacée et lui remet intégralement. La remplacée procède alors à une rétrocession d'honoraires au remplaçant et peut conserver une redevance correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet, c'est-à-dire loyer, électricité, téléphone, le coût du matériel, les produits d'entretien, matériel, usage unique, etc. L'élimination des déchets. L'élimination des déchets également, qui est une obligation de toute professionnelle infirmière. Il est d'usage... c'était Alia, parler, excusez-moi. Donc, si vous voulez continuer. Non. Je n'osais pas vous couper. Donc, sur la redevance dont vous parliez, généralement, en fait, qui correspond donc aux frais de fonctionnement du cabinet, donc ce que vous disiez, généralement, on retient entre 5 et 10% du chiffre d'affaires qui est réalisé durant le remplacement. Donc, l'infirmière, en fait, remplaçante va va donner tout ce qu'elle a perçu à la remplacée, qui lui rétrocédera, en fait, entre 95 et 90% des honoraires perçus. Et il est recommandé aux infirmiers de ne pas inclure dans l'assiette de calcul de cette redevance les indemnités de déplacement. Alors, je crois, même petite précision, il n'est pas recommandé. Il s'agit maintenant d'une clause essentielle. Donc, les indemnités de déplacement ne font pas partie du calcul de la redevance. Donc, la petite précision, dans les clauses essentielles, il est précisé qu'il faut les exclure. Avant, c'était cette phrase, la recommandation, date de, on va dire, de la période où il n'y avait pas ces clauses essentielles, ces clauses obligatoires.
Vous voyez, je n'avais pas ça en tête. Sur la clause de non-concurrence dont on a parlé tout à l'heure, le contrat de remplacement doit prévoir une clause de non-concurrence. Ça fait partie des clauses essentielles qui s'imposent donc à l'infirmier remplaçant, conformément donc à l'article 4312-87 du Code de la santé publique. Donc, en fait, cette clause de non-concurrence, elle doit, pour être licite, elle doit se combiner avec les principes de liberté fondamentale du travail et du commerce. En fait, elle doit être limitée dans le temps, dans l'espace, être proportionnée et être nécessaire. C'est les 4 conditions pour qu'une clause de non-concurrence soit licite. Et sinon, le risque, c'est qu'elle soit déclarée illicite et donc en fait annulée du contrat par le juge. Dans les commentaires, c'est l'ordre recommande d'exclure les frais kilométriques. Donc, je disais que c'était une obligation, mais comme quoi on peut s'y perdre aussi un petit peu parfois. Diapo suivante. Oui. Donc, sur la clause de non-concurrence, c'est ce que je vous disais sur les conditions, donc la limitation dans la durée. Le Code de la santé publique, en fait, dans l'article cité précédemment, fait référence, lui, à une durée de 2 ans. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire de mettre 2 ans dans son contrat de remplacement, mais c'est ce qui est prévu par les textes, si rien n'est prévu en fait dans le contrat. Sur la limitation dans l'espace, le remplaçant ne doit pas s'installer dans le ou les secteurs géographiques d'activité réelle de l'infirmier remplacé. Et sur la limitation de l'activité, la clause de non-concurrence correspond à une clause restrictive d'installation. À défaut, elle peut être considérée comme étant une atteinte à la liberté d'installation de l'infirmier. En fait, la clause de non-concurrence, l'objectif, c'est qu'elle restreigne la liberté d'installation pour ne pas faire concurrence à l'infirmier remplacé, mais l'objectif, ce n'est pas d'interdire le remplaçant de s'installer complètement, en fait. Parce que dans ce cas-là, en fait, ce sera considéré comme une clause abusive et donc qui pourra être annulée par le juge. Mais par contre, le remplaçant pourra toujours éventuellement faire un remplacement à 500 mètres dans un autre cabinet. Oui, puisque ça dépend comment c'est tourné, mais en principe, dans les clauses que nous, on recommande, c'est l'installation qui ne doit pas se faire. Ouais, la clause de non-concurrence s'applique uniquement en cas d'installation, mais n'interdit pas le remplacement. Imaginons sur les 10 km, on ne peut pas interdire à une personne de faire des remplacements. Mais après, il y aura effectivement de ne pas récupérer des patients sous-entendus. Voilà. Donc, après, on a pris quelques exemples de clauses qui avaient été jugées licites ou non en fait, par la jurisprudence, donc là par la Cour d'appel de Pau. Donc, il a été jugé que la clause de non-concurrence qui limite la non-concurrence dans un rayon de 15 km et pour une durée de 2 ans est conforme aux usages de la profession et donc licite. Merci Léa. Donc, le contrat de remplacement devra fixer la durée de non-réinstallation. Alors, par exemple, 2 ou 3 ans, mais bon, là, c'est 2 ans dans le cadre du code de déontologie, la clause de non-concurrence. Voilà. Bah, je crois que ça, on l'a dit. Alors, sous réserve d'un accord de la Caisse, des zones surdotées, aujourd'hui en Normandie, à la date du 27 juin 2023, il n'y a plus de zones surdotées. Et concernant le périmètre géographique, celui-ci doit correspondre au périmètre réel d'activité de l'infirmière ou de l'infirmier remplacé. En revanche, la Cour de cassation, donc encore un exemple de jurisprudence, la Cour de cassation a estimé que la clause interdisant au remplaçant de s'installer pendant une durée de 2 ans dans un poste où il pourrait rentrer en concurrence avec le remplacé dans un périmètre de 25 km autour de Paris, et dans plusieurs de ces arrondissements, il a été disproportionné au regard du légitime besoin de protection du remplacé. Pour les juges, l'interdiction de concurrence cantonnée au 16e arrondissement et aux arrondissements limitrophes aurait en effet suffi à préserver la clientèle du remplacé et on ne peut pas donc donner des choses trop importantes. Idem, dans un arrêt du 13 janvier, la Cour d'appel de Grenoble a estimé qu'un rayon de 30 km sur une carte géographique
fait apparaître la démesure de la zone qui englobe de grandes villes et de nombreuses communes, la zone prohibée n'étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Donc, c'est très juridique, puisque c'est une décision de cour d'appel. Donc là, par conséquent, la clause est nulle devant le juge. Petit rappel, le Conseil de l'ordre ne pourra faire que des recommandations s'il y a une clause qu'on pourrait considérer comme abusive, mais ce n'est pas le Conseil de l'ordre qui décide de la nullité de la clause, c'est un juge. Et diapo suivante. Les modalités donc de non-installation doivent être proportionnées et raisonnables en fonction de la situation des deux infirmiers. Et voilà, donc c'est le juge qui pourrait écarter, qui pourrait suspendre une clause de non-concurrence le cas échéant. Le non-respect par la remplaçante, par contre, pourra aussi donner lieu au prononcé de sanctions disciplinaires, indépendamment des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être demandés en réparation, donc là, sur le plan civil. Et en matière disciplinaire, la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre, donc c'est en gros la chambre d'appel, le tribunal qui fait les appels, retient que la clause de non-réinstallation ne s'applique pas dans le cadre de remplacement, plus particulièrement lorsque ces derniers s'effectuent en dehors des communes prévues par la clause. Donc ça, c'est une décision de 2011. Il y a peut-être une de jurisprudence plus récente, mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est que la clause de non-concurrence ne concerne que les installations. Lorsque le contrat de remplacement ne prévoit pas de clause de concurrence ou que celui-ci est annulé par un juge, c'est l'article 87 du Code de déontologie qui s'applique. Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé. Pardon. Léa, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Et non, pas de problème. 2 mois. En fait, vous allez avoir la suite de l'article sur la page d'après. En fait, lorsqu'un contrat de remplacement n'aurait pas prévu de clause de non-concurrence, dans ce cas-là, la clause de non-concurrence qui va s'appliquer, c'est celle qui est écrite là, en fait, et c'est celle dont on a parlé tout à l'heure. C'est donc l'infirmier, en fait, c'est une clause de concurrence qui vaudrait pour 2 ans, et c'est l'infirmier donc qui a remplacé, qui ne doit pas s'installer dans un cabinet qui pourrait en fait entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et éventuellement avec les infirmiers qui exerçaient au sein de l'association, la société dans laquelle il a remplacé. À moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord, donc comme on évoquait tout à l'heure, lequel doit être notifié au conseil départemental de l'ordre. Lorsqu'un tel accord n'a pas pu être obtenu, l'affaire doit être soumise au conseil qui apprécie l'opportunité et décide de l'installation ou pas. Donc, en fait, concrètement, quand on dit que la clause de non-concurrence elle est obligatoire, c'est que même s'il y en a, même s'il n'y en avait pas dans le contrat, finalement, il y en a une qui s'impose par le biais de l'article indiqué précédemment. Ensuite, donc l'article R4312-87, donc on vient d'évoquer, ne s'applique que s'il s'agit réellement d'un remplacement et pas s'il s'agit en fait finalement d'une collaboration déguisée. Donc à la différence du contrat de remplacement qui est conclu entre une IDE et une IDE titulaire d'une autorisation de remplacement, la clause de non-concurrence incluant une interdiction de réinstallation pour l'infirmière remplaçante n'aura pas de raison d'être dans un contrat de remplacement conclu avec un confrère d'exercice libéral. Dans ce cas-là, le confrère en exercice libre. Parce qu'en fait, quand il y a un remplacement avec un IDE qui a déjà son propre cabinet, il n'y a pas de problème de non-concurrence. Et dans ce cas-là, en fait, parce que l'infirmier dispose déjà d'une résidence professionnelle et d'une patientèle. C'est à moi. La résiliation anticipée, donc soit unilatérale, de plein droit. Alors, de plein droit, c'est le retrait de l'autorisation. Elle peut être demandée par l'autorité compétente. Et une infirmière ne pourrait pas être remplacée dès qu'elle serait interdite d'exercer. Si une personne est interdite d'exercer, elle ne peut pas faire de remplacement. Elle ne peut pas être remplacée.
À l'inverse, une infirmière qui a fait l'objet d'une interdiction ne sera pas également. Donc, la fin du remplacement, au terme du contrat, le remplaçant, c'est le contrat, en fait, le remplaçant qui a achevé sa mission, il cesse toutes ses activités de remplacement auprès des patients du remplacé et il ne les sollicite bien évidemment pas pour lui demander de les accompagner dans un autre cabinet, etc., où il effectue par exemple de nouveaux remplacements, etc. Donc la clause de non-concurrence, il y a le libre choix bien évidemment du patient, mais l'infirmière remplaçante qui termine son contrat ne doit pas évidemment démarcher et doit cesser tout à fait ses actions auprès de la patientèle de l'infirmière remplacée. Et c'est là où, point très important de la soirée, alors si je clique, il va se passer quelque chose. Est-ce que vous avez... rien. Ça y est, ça marche. Ça y est, vous avez le site. Ça marche. Ça, c'est les points essentiels qu'on voulait vous donner en conclusion. C'est-à-dire que les modèles de contrat sont super bien faits. Le contrat de remplacement, donc c'est ici. Il y a la collaboration qui est juste en dessous. Il y a d'autres contrats, l'exercice en commun, le partage des forfaits. Ça vaut le coup véritablement de télécharger les choses. Et là, dans le contrat de remplacement, il y a 2 téléchargements possibles. Soit la version modifiable, donc je vais cliquer, je vais voir ce que ça donne, mais ça veut dire que, hop, la version modifiable, c'est, voilà, vous complétez et vous avez, vous voyez là, avec le petit astérisque, sur les 7 articles, ça veut dire que les articles avec un petit astérix sont obligatoires et ne doivent pas être supprimés du contrat. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser un autre modèle qui n'est pas celui de l'ordre, mais s'il ne comporte pas ces articles, ce contrat n'est pas valable et devra être rédigé à nouveau, il ne sera pas conforme. Voilà. Là, et puis, je reclique dessus parce que je voulais vous montrer la deuxième chose, c'est concernant le remplacement. Donc, c'est le modèle avec les commentaires. Beaucoup d'éléments qui vous ont été évoqués ce soir, vous les retrouvez dans ces modèles. C'est-à-dire que là, voilà, on a des petits encadrés qui rappellent, voilà, la clause sur laquelle figure un astérix, c'est des clauses essentielles. Il n'est pas possible de déroger, vous devez obligatoirement le mettre en place. Après, on a donc la même chose, le même déroulé, le préambule. Alors, ça s'affiche tout doucement. Et voilà, c'est beaucoup plus complet. Et à chaque fois, il y a des commentaires en bleu qui vous expliquent ce qui est écrit et qu'est-ce qui est signifié dans l'article précédent. Donc ça, c'est super utile. Ça vous permettra véritablement à chaque fois de vous dire, voilà, de vous donner les explications. C'est un vrai guide. Donc, quand vous avez un contrat à signer, si c'est le contrat de l'ordre, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à télécharger le contrat commenté. Et comme ça, vous aurez toutes les obligations, enfin, toutes les explications concernant le contrat. Et si vous n'avez pas l'explication, si vous n'avez pas la réponse, eh ben, vous contactez l'ordre et nos collaboratrices répondront à vos questions et vous guideront. Voilà. Les commentaires, en fait, ça permet vraiment d'avoir une compréhension des articles, parce que des fois, c'est vrai que quand on lit des articles de contrat, on ne comprend pas forcément parce que c'est très succinct, en fait, et que c'est des mots qui sont des mots juridiques qui ne sont pas forcément très compréhensibles comme ça. Et en fait, l'explication en dessous va être écrite de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus claire, et ça va vous permettre aussi de comprendre en fait l'intérêt de la clause en question. Donc, c'est vraiment intéressant pour bien comprendre votre contrat de lire le modèle commenté. Et vous les avez d'ailleurs pour tous les types, pardon. Vous les avez d'ailleurs les modèles commentés pour tous les types de contrats, que ce soit contrat de remplacement, contrat de collaboration, d'exercice en commun, etc. Et
Et on arrive à la fin du diapo. Autre outil pour réussir son remplacement, le code de déontologie, puisque le Conseil de l'Ordre, à plusieurs reprises dans les contrats, cite le code de déontologie. Donc, vous avez sur le site internet de l'Ordre une version non commentée. Donc, le code de déontologie comporte 92 articles qui vous guideront dans votre pratique infirmière. Alors, ça ne concerne pas que les infirmières libérales, bien évidemment, l'ensemble de la profession, salariée et libérale. Et aussi, il y a plusieurs parties sur le remplacement, les modalités du remplacement. Donc, véritablement, on vous invite, en cas d'interrogation, à télécharger la version non commentée et aussi la version commentée. Alors, elle est beaucoup plus touffue, beaucoup plus imposante en termes de pages, mais ça vous donnera aussi toutes les jurisprudences. Voilà. Et enfin, pour réussir le remplacement, on en a parlé à plusieurs reprises. Margot Ledoyen et Clémence Roussel sont nos deux collaboratrices au niveau du conseil interdépartemental. Donc, l'adresse mail, c'est sidois27-676@ordreinfirmier.fr. Vous devez connaître cette adresse. Et le numéro de téléphone est affiché avec des horaires d'ouverture à ce jour d'après-midi. Mais en tout cas, par écrit ou par téléphone, Clémence et Margot répondront à l'ensemble de vos questions. Est-ce qu'on a encore quelques... On est totalement dans les temps. J'avais dit que c'était 1 heure, mais logiquement, peut-être 1h30. Et là, il est 1h29. Donc, ça veut dire qu'on a encore 45 secondes, voire un petit peu plus, s'il y a des questions. Mais l'objet de la soirée, ce n'était pas nécessairement de faire... Une question de Cédric Brochet. Un contrat de collaboration nécessite-t-il une autorisation d'installation de la part de la CPAM? Non. En fait, alors... Vas-y, Karine, réponds si tu veux. Léa, Vous avez dit un contrat de collaboration? c'est une autorisation d'installation. Non, on est collaborateur, on n'est pas titulaire du cabinet. Non, c'est 2 choses différentes, la collaboration et le fait d'être titulaire, effectivement. Ouais, en zone surdotée, tu dis. Et on n'a pas de zone surdotée actuellement en Normandie, sur l'ensemble de la Normandie. À ce jour, il n'y a pas de zone surdotée. D'autres questions? On a un peu fait le tour. Une autre question, une dernière. Anne-Sophie, je débute prochainement un premier contrat de remplacement. Dois-je souscrire à une assistance juridique avec ma RCP ou bien est-ce que le fait d'adhérer à l'ONI me protège, m'aide en cas de litige? Donc, une sorte d'assistance juridique en cas de besoin. C'est celle à laquelle tu as répondu. Je crois que Mathilde a répondu, il peut y avoir un conseil, mais en aucun cas, l'ordre devra par exemple financer un avocat pour le procès. Alors, il n'y a pas d'obligation de souscrire une assistante juridique, mais vous pouvez. Imaginons qu'il y ait une mise en cause, la personne est mise en cause et qu'il y ait une plainte au niveau du Conseil de l'Ordre, par un tiers, soit un patient, soit par une autre consoeur ou un confrère, effectivement, soit la personne payera un avocat, après devant la chambre disciplinaire, en tout cas au niveau de la conciliation, il n'y a pas de nécessité d'avoir un avocat, ce n'est pas nécessaire, mais dans ce cadre-là, oui, la RCP, alors elle est obligatoire, on l'a dit précédemment, mais l'option de prendre une assistance juridique, oui, ça peut être utile. Margot et Clémence vous apporteront des conseils, vous guideront, mais il n'y aura effectivement pas de prise en charge de frais juridiques par le Conseil de l'Ordre. Ce sera que des conseils déontologiques qui seront apportés par nos équipes. Et quand on aura besoin de conseils un peu plus poussés, si Margot ou Clémence n'ont pas la réponse, ce sera effectivement le service et les juristes qui sont basés sur Paris, avec Léa et ses collègues,
qui pourront être amenés à donner des conseils et des réponses, mais en aucun cas à... On ne peut pas assurer la défense, en fait. la défense. Non. Je vais répondre rapidement à Rachel, même si c'est une question un petit peu hors sujet. Pour les frais kilométriques, en fait, je vous invite à vous rapprocher de la nomenclature qui est délivrée par la CPM, qu'on trouve très facilement sur Google. Mais en fait, les frais kilométriques vous sont payés, les ICA et les forfaits de déplacement vous sont payés par la Sécu via votre logiciel de facturation. Pour la partie frais kilométriques, après, pour la partie fiscalité, le mieux est de se rapprocher d'un comptable qui vous fera sûrement de meilleurs calculs pour ça. Bah, écoutez, 1h33 d'échange, fructueux, beaucoup de questions. On espère véritablement que l'ensemble des informations qui vous ont été fournies ce soir vous seront utiles. Et puis, j'en profite pour remercier Léa qui nous a fait plaisir et qui a répondu présente un peu à la dernière minute, c'est-à-dire aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait prévu que Léa intervienne, donc véritablement merci, un grand merci Léa de votre présence ce soir à cette réunion, à cette première réunion. Un grand merci également à Margot et à Clémence qui ont travaillé sur le diaporama qui vous a été présenté ce soir. Et je termine par remercier l'ensemble des élus présents ce soir, là, qui ont répondu à vos questions par chat et qui, au quotidien, en complément de Margot et Clémence, qui peuvent répondre à vos questions, qui peuvent vous rappeler si vous avez besoin, si vous avez des questions et que vous souhaitez échanger avec un élu, un membre du bureau peut vous rappeler, prendre un rendez-vous téléphonique. Et voilà, on est là pour vous accompagner dans vos démarches et vous aider en cas de difficulté. Voilà. Donc, c'était un premier webinaire de l'année. Il y en aura certainement d'autres. Merci à tous. Est-ce que vous avez autre chose, les gars puis les filles? Le gars et la fille. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent pour cette soirée. À très bientôt pour une prochaine et mille merci Léa de votre participation. Je vous en prie. Allez. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, moi, j'ai une question maintenant.